Sur les chemins de l'immigration, ils sont des millions d'Africains chaque année. À 45 ans, Jackie Moifo a quitté son Cameroun natal dans les années 90, traversé le Gabon, la Suisse, avant d'atterrir en France. Un périple semé d'embûches, un exil que son frère Félix a lui aussi tenté en 2016 avant d'être pris au piège dans l'enfer libyen. Dans un livre, Ils ont vendu mon frère, Jackie Moifo nous livre un portrait croisé sur le douloureux parcours de l'immigration. Bonsoir Jackie Moifo. Bonsoir Fanté. Les images d'un marché aux esclaves en Libye tournées par la chaîne CNN a été le catalyseur un peu de votre livre. Vous avez eu l'impression de voir votre frère, Félix, 33 ans, qui lui aussi est parti pour l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là ? Il s'est passé ceci. Je savais déjà que mon frère était en Libye, hein. Je le savais en amont, mais j'avais plongé dans un déni suite à une situation familiale qui me perturbait profondément. Et ce jour-là, ce 17 novembre, lorsque je vois les images, je suis en plein montage vidéo, je vois les images de CNN et je reste figé. J'avais presque perdu connaissance. Il y aurait eu un trou devant moi, je pense que j'y serais tombé. Et quelque chose me dit maintenant, Jackie, tu ne peux plus te taire, tu dois agir, et tout de suite. Et immédiatement, le premier réflexe, c'est de prendre la photo de mon frère assis parmi les autres esclaves en Libye que j'avais reçu quelques mois auparavant et de l'envoyer à quelques confrères, quelques amis que vous connaissez, Alain Foucault, Claudicia Mobé-Mevegué et bien d'autres activistes africains de la place. Ensuite, je l'envoie à Yannick Nambo, qui lui m'envoie un texte sur le sujet et l'évidence se fait tout de suite. Nous devons faire quelque chose ensemble. Alors, vous êtes indigné et tout de suite, c'est un autre sentiment qui prend le dessus, la culpabilité. La culpabilité. Pourquoi ? Il faut dire que lorsque nous arrivons en Occident, nous sommes perçus de l'autre côté comme des gens qui ont réussi. Ce n'est pas toujours vrai. D'accord, Jackie Moifo est journaliste audiovisuel en France, a fait une école, a travaillé sur des chaînes que je ne vais pas citer ici. Mais personne ne se pose la question, comment a-t-il fait pour en arriver là? Non, personne. Chaque fois, lorsque je retournais au Cameroun, j'essayais de déconstruire cette idée de l'Eldorado occidental dans les têtes de mes amis, de mes frères, de mes cousins. Mais je me suis rendu compte par la suite que personne ne me croyait. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre frère aujourd'hui ? Les dernières nouvelles que j'ai eues après être passé sur un autre plateau, sont de juin 2017, donc même antérieur aux miennes qui datent de juillet 2017. Donc je n'ai pas de nouvelles depuis juillet 2017 et je continue de chercher. Je remercie d'ailleurs cette maison qui me permet d'être là pour en parler et sensibiliser surtout. Alors Félix était le Benjamin de la fratrie. Quand il était petit, vous l'appeliez Toutou. Oui, c'est vrai. Quel jeune homme il était ? Toutou était un enfant très calme. Très calme. Il parlait presque pas. Il fallait lui tirer les vers du nez, comme nous disons dans le jargon journalistique. Il fallait lui tirer les vers du nez pour savoir ce qu'il pense. Il est doté d'une certaine sagesse, hein. Je pense que de nous, les 4 garçons de la fratrie, il est celui qui est le plus posé. Et donc, il ne parlait pas. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la même période, il y a 2 ans, lors de mon dernier voyage au Cameroun. Nous avions dîné un soir, nous avions parlé de choses et d'autres, mais à aucun moment, il m'avait dit qu'il avait l'intention d'aller en Europe. Je sais qu'il savait que j'allais désapprouver son idée, étant donné qu'il avait un vrai métier dans les mains. Il y a 10 ans, je l'avais fait intégrer le meilleur garage automobile de Yaoundé, la capitale du Cameroun, où il a fallu monnaie dure pour qu'il y rentre vraiment. Un garage qui dépannait les véhicules de la présidence de la République, c'est vraiment le summum. Donc, il a une vraie technique dans les mains. Je n'aurais pas compris qu'il veuille venir en Europe, donc il ne me l'a pas dit. Alors, en tout cas, l'histoire de votre frère vous renvoie à la vôtre. Vous avez grandi au Cameroun, à Yaoundé, avec vous aussi, très tôt, l'idée de vouloir quitter votre pays, comme une sorte de fatalisme. Pourquoi ? Il faut dire, je naquis à Yaoundé, en Bokada, qui est un quartier populaire de la place, bien connu, rendu populaire par un certain Jean-Michel Cancan. Il faut dire Yaoundé, je vais le dire, on va encore me tirer dessus, mais je vais le dire quand même, c'est la zone Béti, donc ce peuple qui est au pouvoir aujourd'hui. Étant Bamileke, il était extrêmement difficile de vivre en zone Béti, hein. J'ai connu des choses pas très agréables. Tenez par exemple, quelqu'un qui au quartier vient cambrioler votre maison et revient le lendemain vous vendre votre propre t-shirt.
et vous vous pointez au commissariat, on refuse de prendre votre plainte parce que vous êtes bamileke. Ce sont des choses que vous avez vécues. C'est ce que j'ai vécu. Je peux vous donner la date. Le 30 octobre 1994, je me pointais au commissariat du 3e arrondissement de Kondongo à Yaoundé, où on refusait de prendre ma plainte. Je savais qui était mon cambrioleur, puisqu'il est revenu le lendemain me vendre mon propre t-shirt. On refuse de prendre ma plainte. C'est ce qui vous a fait fuir votre pays? Non, ça a commencé comme ça. Il y a eu plusieurs... c'est l'une des choses, parmi tant d'autres. Hein. Je ne vais pas réexpliquer ici l'épisode de l'école primaire où il ne faisait pas bon être bamileke face à un maître d'école qui était bêtise, qui allait nous mettre des coups de fouet. J'étais premier de ma classe et je prenais des coups de fouet le trimestre qui suivait parce que je suis le fils, comme disait mon maître, monsieur Lumumba Banga Gaspard, que je cite ici. Donc, toutes ces frustrations ont construit en moi l'idée de partir de ce pays-là, tout simplement. Vous décidez de quitter le Cameroun pour vivre et ne plus survivre, ce sont vos mots. Pour ne plus survivre, c'est une mésaventure qui va vous pousser à prendre cette décision. Racontez-nous. Il se trouve que vers la fin des années, vers le début des années 90, 93, 94, j'écoute un jour, je regarde une émission à la télévision camerounaise et on parle de la baisse du niveau scolaire au Cameroun. Et là, je décide, sans être journaliste, sans jamais avoir mené d'enquête, de travailler sur ce sujet-là. Alors, je vais interroger des professeurs d'école, d'université. J'essaie de comprendre pourquoi de cette baisse du niveau scolaire au Cameroun. Et je découvre des choses aberrantes. Il y avait des postes d'enseignants qui restaient vacants à l'université Yaoundé, qui est devenu Yaoundé 1 aujourd'hui, longtemps, juste parce que ceux qui pouvaient donner et dispenser ces cours-là étaient bamileke et on n'en voulait pas. Je découvre également qu'un ponte du régime, M. Hubert Mononzana, fut envoyé à Bafoussam en 1989 avec pour mission de faire échouer un maximum d'enfants, juste parce qu'ils sont de la région bamileke. Alors je découvre toutes ces choses qui me traumatisent. Et à l'époque, j'en parlais avec quelques étudiants de l'université. Cela nous a valu quelques ennuis. Je ne sais pas de qui, mais cela nous a valu des ennuis. Et à partir de ce moment-là, je me dis, je ne m'en sortirai jamais dans ce pays. Et je ne peux pas vivre de telles horreurs dans mon propre pays. Il faut que je parte. Alors, en 1998, grâce à un passeur, vous réussissez à décrocher un ticket pour vous rentrer au Gabon. Vous avez à peine 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, au Gabon? J'arrive au Gabon et je me rends compte que l'Eldorado gabonais tant vanté en Afrique centrale n'est pas ce que j'entendais. Car ce que je vois au Carrefour Rio, au Carrefour Nzangayon ou à Charbonnage, je cite des quartiers que ceux qui connaissent Libreville vont facilement identifier, m'horrifie. Je vois des Africains noirs comme moi, assis à même le sol, déshabillés, des femmes en soutien-gorge. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils assis? On me dit qu'ils n'ont pas de carte de séjour. Vous découvrez le racisme intra-africain? Intra-africain. Alors là, et je pose la question, et moi qui suis camerounais, je peux me retrouver là, on me dit, oui, si tu n'as pas de carte de séjour, à l'expiration de ton visa, tu es obligé de partir, sinon tu peux te retrouver là. Et je me débrouille rapidement pour réunir la somme d'argent qu'il faut pour acheter, je dis bien, un titre de séjour qui coûtait à l'époque 500 000 francs, 750 €, ce qui n'était pas donné, même jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas une somme d'argent qui est donnée. Je m'achète rapidement un titre de séjour, sans lequel je ne peux même plus sortir de manière légale du Gabon. Voilà. Vous y restez 3 ans, vous obtenez un visa... 2 ans, 9 mois par là, oui. Oui, près de 3 ans, vous obtenez un visa pour la Suisse, mais l'aventure va tourner court, vous êtes refoulé par la police des frontières, direction Paris, lieu de votre première escale. Oui. Et là, vous découvrez les zones d'attente dans l'aéroport de Roissy. Les zones d'attente. À quelle violence vous avez été confronté? Alors, j'arrive en zone d'attente, je comprends très vite ce que signifie une demande d'asile. Partant d'Afrique, j'écoutais les médias français, j'entendais dire demande d'asile, mais pour moi, c'était du grec. Alors, je découvre en zone d'attente ce que c'est qu'une demande d'asile et je fais la mienne. Le lendemain, un agent de force de l'ordre vient me dire de le suivre, il veut m'embarquer. Je lui dis non, je ne peux pas partir. Il me tient par le col. Il faut dire qu'ils étaient assez méprisants vis-à-vis des Africains. Et 95% de ceux qui peuplaient ces zones d'attente étaient beaucoup plus brûlés par le soleil comme moi que toute autre chose. Bon, alors je lui oppose mon refus. Il fait venir 2 de ses collègues qui viennent me dire que tu vas rentrer chez toi. Déjà, il me tutoie. Je leur dis, bon, vous n'allez plus me tutoyer. Vous pouvez le faire avec les Sénégalais et les Maliens qui ne disent pas un mot de français, mais moi, je suis camerounais et je sais m'exprimer. Alors, vous allez à partir de maintenant me tutoyer, vous ne me parlez plus n'importe comment. Je ne pars pas d'ici, car je ne dépends plus de vous. Je dépends du Haut-Commissariat des réfugiés désormais. La France a juste le devoir de me protéger. Et justement, est-ce que c'est cette force, ça n'a pas été d'être instruit?
Et de connaître vos droits aussi. Honnêtement, comme le dit Yves Michalon, des éditions Fauve, qui a édité ceci, je pense que ce fut cela ma force. Mais il faut dire que pour avoir vécu au Gabon où l'homme n'a pas de droit du tout face à un policier, cela m'a donné une carapace, m'a forgé une certaine carapace. Hein. Alors en arrivant en France, je sais que j'arrive dans un pays des droits de l'homme. Alors, vous arrivez sans papier à Paris, oui, vous arrivez quand même à devenir journaliste. Comment vous réussissez ce tour de force quand même assez rare dans les parcours de migration? J'étais déjà animateur de cabaret et de radio à la base, au Cameroun, au Gabon. Lorsque j'arrive en France, rien ne me prédestinait à la télévision. Hein. C'est écrit dans le livre, je l'explique dans le livre. Hein. Rien ne me prédestinait à la télévision. On me demande de faire une évaluation au milieu du travail. Et toutes les radios parisiennes, je m'entends dire dans ces radios-là que j'ai un accent québécois. Bon, moi, accent québécois, bizarre. Et la seule radio qui me permet de m'exprimer, c'est Radio Néo, qui est dans le 17e, donc c'est tout près d'ici. Stéphane Paris me permet de m'exprimer. Mais par la suite, Yveline Première, qui est une chaîne de télévision basée à Saint-Germain-en-Laye, dirigée à l'époque par Marc-Olivier Taka, très proche de Carl Olive, me donne ma chance. Mais j'y arrive, je me dis, bon, ben, ils vont pas me garder. Moi, je n'ai jamais fait de télé. Pourquoi ils m'ont pris là? Bon, dès le début. Ça va marcher. Tout est expliqué dans ce livre, en fait. Hein. Je reviens rapidement sur votre frère. Est-ce que vous auriez pu l'empêcher quand vous nous racontez votre parcours? Parce que vous étiez finalement un exemple pour lui. Oui, malheureusement, je suis devenu un exemple pour lui sans même m'en rendre compte. Je suis devenu un exemple parce que les médias ont donné une image de moi que je ne suis vraiment pas. Car lorsque je couvre la Coupe d'Afrique des Nations 2008 au Ghana, il reste quelques secondes, oui. Pour une chaîne de télévision qui était basée à Londres, ces émissions sont rediffusées en Afrique. Tout le monde me voit et pense que Jackie Moifou a réussi. Mais personne ne se doute qu'en ce moment-là, je suis à presque 3 mois d'arrivée de salaire sur cette chaîne-là. Donc, ils ont une image fausse a été véhiculée et je pense que cela a conduit mon petit frère et bien d'autres qui ont regardé ces émissions-là à prendre de mauvaises décisions. Difficile de déconstruire les fantasmes de l'immigration. Merci beaucoup, Jackie Moifou, d'être venu sur notre plateau. Votre livre « Ils ont vendu mon frère » est à retrouver aux éditions Faux.